on fera pas toujours des trucs que j'aime. Alors tant que je suis dans l'effervescence d'avoir fait une critique dont je suis plutôt content, je vais essayer de faire de mon mieux pour poursuivre sur la même idée. Toujours disserter sur les choses pour essayer de comprendre pourquoi on les aime, et inversement. Je risque beaucoup de me répéter dans ces chroniques, mais je veux que les gens comprennent bien qu'il n'y a pas juste un objectif de divertissement. Même si je suis très honoré que toi, là, tu m'écoutes, j'ai d'autant plus envie que tu réfléchisses à ce que je vais te dire. Puis que tu en parles toi aussi, peut-être avec tes amis, peut-être dans ta propre vidéo, et si tu n'oses pas faire de vidéo, ou si tu n'as pas d'amis, eh bien l'espace commentaire est fait pour ça. Allez, c'est gratuit, c'est tout pour moi. Vous savez à quoi je mesure que j'aime quelque chose ? Bah j'arrête pas d'en parler, à tout le monde, sans raison, jusqu'à vous spammer chaque semaine avec des screenshots. J'ai fait ça avec Invincible, jusqu'à ce que quelqu'un se décide à aller regarder la série et me dise « Waouh !» J'aurais adoré parler d'Invincible, mais c'est presque plus d'actualité, aussi je vais me garder d'en parler jusqu'à la sortie de la saison 2 en croisant les doigts pour qu'elle soit excellente, mais si elle ne l'est pas, j'aurai autant de plaisir à la décortiquer. Au-delà de simplement vous faire réfléchir, j'aimerais aussi vous faire découvrir des choses. Et aujourd'hui je suis quasiment sûr que vous allez en découvrir une, parce que je suis pas sûr qu'il y ait plus de 100 Français qui connaissent le manga dont je vais vous parler. Déjà, vous connaissez Manga Plus ? Ça va faire un peu placement de produit et croyez-moi, j'aimerais que ça en soit un, mais je peux pas me contenter de vous conseiller des œuvres qui ne sont pas publiées en France et de vous dire de vous démerder pour les découvrir. Manga Plus, c'est un site de scan. Ceux qui sont à jour sur les derniers chapitres de manga connaissent déjà, et moi j'utilisais le site depuis un moment jusqu'à ce qu'il m'envoie une enquête de satisfaction pour me dire « Vous saviez qu'il existe une appli ? Et que sur cette appli vous pouvez lire une fois tous les chapitres d'une œuvre gratuitement ?» Puis je suis allé me taper l'entièreté des chapitres de My Hero Academia, et maintenant je suis à jour. Et content. Mais c'est pas de My Hero Academia que je veux vous parler, et c'est juste pour dire qu'il existe une appli sur laquelle vous pouvez vous faire plaisir si vous aimez les mangas, et si vous lisez l'anglais. Mais ça, c'est juste pour ceux qui rattrapent leur retard, ce qui n'est pas mon cas pour l'œuvre dont je vais vous parler. D'ailleurs, c'est presque un heureux hasard que j'ai découvert ce manga dès ses débuts, mais j'en suis tellement heureux. Bref, je crois que je fais un peu trop de suspense pour un mec qui va mettre de toute façon le nom du manga entre parenthèses dans le titre de la vidéo, mais aujourd'hui je vais vous parler de Akane Banashi. Alors, je crois que c'est un manga dont le sujet est si spécifique et si japonais que c'est un miracle que ça ait intéressé quelqu'un comme moi, parce que Akane Banashi, c'est l'histoire de Akane, la fille d'un acteur de Rakugo. Alors, le Rakugo, qu'est-ce que c'est ? Histoire d'être le plus compréhensible possible, on va dire que c'est un genre théâtral japonais qui s'apparente plutôt au fait de raconter une histoire, car tu n'as qu'un seul acteur sur scène et que celui-ci reste à la même place. Aussi, l'acteur a une certaine liberté pour interpréter des histoires listées et catégorisées. Je suis pas un expert et je connaissais pas vraiment cette discipline avant, mais je pense que comme beaucoup d'art japonais, on peut le catégoriser comme quelque chose de très traditionnel. Du coup, l'histoire commence quand le père de Akane se voit refuser l'accès au rang supérieur en tant que Rakugoka, donc le nom donné aux artistes de cette discipline, et se fait même virer de son école. Il décide alors de tout abandonner et la petite Akane a le cœur brisé, parce qu'elle regarde son père avec une telle admiration qu'elle voit cela comme une injustice totale. Mais bien déterminée à venger son père et contre l'avis de tout le monde, elle décide de se lancer dans cette voie et de devenir une des meilleures pour prouver au maître qui a viré son père que son art vaut la peine d'être représenté. Et vous savez quoi ? En vrai, avec ça, je ne crois pas avoir enlevé quoi que ce soit d'important pour comprendre ce qu'est Akane Banashi et où ça va. Akane Banashi, c'est un shonen qui parle de théâtre traditionnel japonais et basta. Et rien que cette phrase doit vous faire péter une durite en la repassant dans votre tête. Même si je sais que tous les sujets ont été passés à la sauce shonen, ce qui doit vous choquer, c'est que ce soit vraiment trop bien. Alors déjà, il faut savoir que je suis pas un gars qui critique de la bande dessinée et en lit. Finalement, j'en lis même assez peu. Mais par contre, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de bandes dessinées et qui a même une certaine expérience là-dedans. Alors, ça veut pas dire que je suis un expert pour faire des bandes dessinées, d'ailleurs, je n'ai jamais été publié et c'est pas faute d'avoir essayé. Mais par contre, je sais comment on en fait et donc comment on les décortique. À ce titre-là, je recommanderais des œuvres comme celle de Scott McCloud, faire de la bande dessinée, et L'Art Invisible qui, à travers un bouquin, vous montre tout le potentiel d'une bande dessinée. Et avec le recul, j'ai passé pas mal de temps à me dire que très peu d'œuvres bande dessinée méritaient réellement un coup d'œil artistiquement parlant, parce que narrativement c'est autre chose. Et le manga avait particulièrement perdu de sa noblesse à mes yeux jusqu'à Manga Plus, et lorsque j'ai arrêté de m'enfoncer le doigt dans l'œil jusqu'au coude, et Akane Banashi, c'est clairement le manga qui m'a réconcilié avec le format, parce que, en plus de la BD, j'aime le théâtre, et que ça me touche. Alors, Akane Banashi, c'est l'œuvre du dessinateur Takamasa Mue et de Suenaga Yuki pour le scénario.
Et au début, quand je me suis décidé à faire cette critique, je me suis dit j'allais trouver plein d'infos sur eux, et en fait, rien. Après, j'ai pas creusé, mais pas de boulot notable ou de passer de Rakugoka à ma connaissance. Du coup, ça pourrait très bien être un boulot de recherche de folie qui mérite tout autant de considération que du vrai vécu. Quoi qu'il en soit, je sais pas si le monde du Rakugo est vraiment comme dans le manga, et j'irai pas vérifier, quelqu'un de plus cultivé que moi me corrigera, mais en tout cas ça me semble béton comme œuvre. Et même si je connais pas les noms propres par cœur, car il y en a beaucoup, je suis quasiment sûr d'avoir retenu les structures qui m'ont été expliquées, et ça c'est assez balèze. Ça veut dire quoi ? Que la collaboration entre ces deux gars était sans doute un méga coup de génie et qu'on est sur deux gars qui savent de quoi ils parlent et comment ils veulent en parler. Et quand la théorie se conjugue à la technique, ça fait des étincelles. Mais alors quels sont les atouts de Akane Banashi ? Ce serait trop simple si c'était une analyse de texte et que je pouvais poser directement cette question, sauf que j'ai dit que dans cette chronique je comptais disserter. Alors, je vais poser une question tout à fait différente. Est-il possible pour une œuvre d'exploiter toutes les spécificités de son média ? On va essayer de répondre en prenant pour exemple un ou deux moments charnières du manga pour que je puisse illustrer mon propos. Et il faut savoir que jusqu'ici on est à peu près à 60 chapitres au moment où je m'enregistre, et il y a déjà tellement de moments qui m'ont fait me retourner dans tous les sens. Mais je crois que je vais prendre les meilleurs d'entre tous. Je suis assez confiant pour me dire que si j'ai réussi à piquer votre curiosité à ce stade, vous devriez arrêter tout de suite la vidéo et vous diriger vers la lecture. Mais je suis comme vous, et quand on me dit ça dans une vidéo, bah je continue quand même à regarder. Qu'à cela ne tienne, tâchez d'être attentif, et quand vous irez vous confronter au premier chapitre, gardez les éléments que je vais évoquer à l'esprit, parce que même si on va évoquer le pic de l'expérience, je suis forcé d'admettre que Akane Banashi est une œuvre très constante, et un des éléments qui joue en sa faveur, c'est que c'est une œuvre qui met en scène un domaine qui, selon moi, reste aussi mystérieux pour nous que pour le japonais de base, du moins sur ses coulisses. Et que là où le manga reprend beaucoup des codes du shonen, on se dit comment on va faire dans un manga qui n'a ni confrontation ni action pour créer une tension similaire aux autres œuvres comparables. Eh bien en fait, comme on ne maîtrise pas tout à fait ce milieu, il restera toujours une marge de manœuvre pour créer la surprise. Par exemple, si on m'avait dit qu'il y avait un arc du tournoi dans les 20 premiers chapitres, je me serais dit putain c'est vraiment complètement con. Sauf que je me suis seulement rendu compte que c'était le cas alors qu'il avait déjà commencé. Pour planter le contexte, Akane reçoit un tract de la part de la conseillère d'orientation ou professeur principal de son lycée qui est sceptique vis-à-vis de ses ambitions, et ce tract parle d'un concours étudiant de performance de Rakugo appelé la Karaku Cup, qui n'intéresse pas vraiment la protagoniste au début mais qui pourrait clairement lui acheter la confiance de sa conseillère d'orientation à l'issue de ses années de lycée. C'est lorsqu'elle apprend que Isho Arakawa, le maître qui a exclu son père des années plus tôt, est le juge principal et que le gagnant aura le droit à une entrevue avec lui, qu'elle se détermine à la remporter. Seulement avant de se lancer sur cet événement, elle doit demander l'accord de son maître qui accepte à une condition, qu'elle joue spécifiquement l'histoire Jugemu. Alors, Jugemu, qu'est-ce que c'est ? Bah en gros, c'est une histoire qui est basée sur un tongue twist. C'est l'équivalent de nos chaussettes de l'archiduchesse. Si vous voulez, c'est une histoire basée sur le fait que le protagoniste Jugemu a un nom si long qu'il en devient imprononçable, et surtout difficile à retenir dans une histoire où l'humour est basé sur le fait de répéter de plus en plus vite ce nom au cours de la narration. Le problème ? Jugemu c'est bateau de chez bateau, plus rasoir tu meurs. Difficile de gagner une compétition avec ça, surtout une compétition en 2 étapes avec un tour préliminaire et une finale, c'est-à-dire que Jugemu, qui est une histoire bateau, il va falloir en faire une histoire gagnante 2 fois. À ce stade, on n'a pas de doute sur les capacités de notre héroïne, surtout qu'elle est bien entourée, mais c'est surtout la question du talent de ses adversaires qui nous vient. Et puis, il y a un point de doute. Est-ce que cette entrevue avec le maître Isho, l'antagoniste de la série, ne serait pas en soi l'objectif final ? Est-ce que ce ne serait pas un peu tôt narrativement ? Est-ce que du coup elle ne va pas échouer précisément parce que c'est trop tôt ? En gros, voilà comment ça se passe, le tour préliminaire elle déchire tout. Il y a de la surprise, il y a de l'intensité, mais il y a aussi des concurrents et un autre élément perturbateur. L'apprenti du maître Arakawa, qui est le parrain de l'événement et que Akane a déjà rencontré au cours d'un chapitre qui m'aura déclenché une sincère crise de fou rire, a spécifiquement désigné Akane, qui pourtant n'était qu'une illustre inconnue, comme sa favorite. Ça, en plus du choix de Jugemu, il en faut peu pour que ses adversaires y voient une énorme provocation. Mais on va se concentrer sur 2 d'entre eux. D'abord il y a Karashi, un jeune talent favori de la compétition et tenant du titre qui pense avoir tout ce qu'il faut et qui est particulièrement irrité par la simplicité de Akane. Et Hikaru, une jeune IQ très populaire auprès des jeunes et qui a pour atout une voix particulièrement entraînée. A l'inverse de Karashi, elle est touchée par la simplicité de Akane, mais elle ne compte pas user de pitié sur cette compétition. Et c'est sur la performance finale de ces 3 là qu'on va se concentrer.
À savoir que jusqu'ici, Akane est juste imperturbable et s'en est saisissant. Finalement vient un dernier problème, il y a 8 participants à la finale, et forcément il y a un ordre, et Akane passe avant-dernière, respectivement après la IQ, elle-même après Karashi. Le public va être rincé, et à ce stade, c'est les performances qui leur auront pris le plus d'énergie qui auront remporté la bataille du public, qui, bien qu'indépendante des juges, participe à l'atmosphère et aux critiques que les juges peuvent donner. Voilà comment ça se déroule. Karashi espère tout déchirer avec une version revisitée d'une histoire traditionnelle transposée à l'ère moderne pour accrocher le public. Et même si le public adhère totalement, d'ailleurs au passage c'est une histoire qui parle de paix, et je vous rappelle que ça sort pas de nulle part, les juges sont un peu plus partagés, et Maître Arakawa conclura en disant que même si le public a apprécié, ce n'est pas tout à fait le genre d'adaptation auquel il est sensible, mais il doit reconnaître que l'acting est impeccable. D'ailleurs, c'est un premier twist car tout le monde a une image de vieux puriste assassin en parlant de lui, et pourtant il lisse ses critiques et se rend plutôt amical exprès pour l'événement, ce qui est vraiment perturbant. Mais bref, Karashi se sait hors course à ce stade et malgré les louanges, il sait qu'il n'a pas emporté la vie du juge. Là, Hikaru passe à son tour et la qualité de son expression vocale emporte totalement le public dans une histoire intense et pleine d'émotions, ce qui est assez chaud quand on sait que ce sont plus souvent des histoires qui cherchent à faire rire. Excellente performance. Et là, un des camarades de Akane qui s'était déjà inquiété de l'ordre de passage voit ce qu'il craignait le plus arriver. Le public est lavé. Certains quittent même la salle après ces 2 grosses performances et on se dit comment va-t-elle réussir à faire plus intense avec une histoire que tout le monde connaît. Et finalement, quand le grand moment arrive, la performance est... normal. Pas de grosse mise en scène, pas de double page avec des bulles immenses pour crier le nom de Jugemu. Et je me suis dit, tiens, c'est vraiment calme. Comment elle a fait plus intense ? En faisant moins intense. Ça me rappelle une technique de dessin qui consiste à intensifier une couleur primaire en utilisant une couleur secondaire avec un peu plus de contraste. La performance de Akane a détendu le public. Elle évalue le besoin du public et leur donne ce dont ils ont besoin, elle les calme. Qu'est-ce que tu vas faire ? La performance est saisissante. Et vous savez quoi, je vais pas vous spoiler la fin de l'arc, mais la performance de Akane se conclut sur l'avis du juge qui, dans un échange de regards électriques, lui dit « Tu sais que tu n'as rien à faire là, n'est-ce pas ?» Et quelle façon de conclure un arc du tournoi pourtant riche et mouvementé, et ce alors qu'on a vu que 3 participants réellement. Sans même parler du fait que la protagoniste met déjà en valeur ses apprentissages et qu'on est qu'au chapitre 25. Et du coup, Akane Banashi, ça utilise toutes les spécificités de son média ? Déjà, revenons-en à définir la catégorie dans laquelle on évolue. Parce que se cantonner au shonen manga est pour moi une erreur, puisque même si c'est la case la plus évidente, ce manga ne se limite pas et emprunte des codes d'ailleurs. De toute façon, même si ça avait été le cas, j'aurais quand même été plus loin que ça. Alors, est-ce qu'on parle de manga ? Je pense qu'on peut aller encore plus loin et parler de bande dessinée en général, déjà parce que ça m'arrange dans mon analyse, mais en plus parce que j'ai du mal à voir une caractéristique substantielle qui différencie nettement le manga de la bande dessinée traditionnelle. Parce que le style graphique n'en est pas une, surtout quand on voit la façon dont le manga a influencé le paysage de bande dessinée chez nous et vice versa. Le sens de lecture non plus. Non, moi j'y vois surtout des différences techniques et culturelles dans la parution et la production dont il serait intéressant de parler plus tard. Alors, parlons de BD, voire même de papier. Bon, le papier ce serait peut-être un petit peu loin, mais c'est aussi une piqûre de rappel pour vous dire que jusqu'ici, on parle juste d'une juxtaposition harmonieuse de traits sur du papier. Et oui, je sais que le digital ça existe. Bref, j'aimerais attirer votre attention sur les limitations du papier avant de parler de ses possibilités. La bande dessinée s'inscrit dans la littérature, sauf que si on devait la comparer aux domaines artistiques en général, je la mettrais entre 3 grandes disciplines. La littérature, le cinéma et le théâtre. Vous avez remarqué comme j'esquive habilement la peinture ? Eh oui, le cinéma, mais surtout le théâtre. Et selon vous, quelle différence sensorielle se trouve entre la bande dessinée et ces 2 disciplines ? L'olfaction ? Bon, pas au cinéma, et au théâtre vous verrez peu d'œuvres prêtes à jouer là-dessus car c'est très casse-gueule. Le son ? Pas extrêmement risqué de dire ça, et pourtant laissez-moi vous prouver que du son il y en a dans Akane Banashi. Ça tombe bien, c'est d'ailleurs une de ses plus grandes réussites. Parlant de prise de risque, je suis sûr que je choque personne quand je dis que lorsque vous lisez, votre cerveau a tendance à attribuer une voix aux différents personnages qui s'expriment. Est-ce que ça c'est pas un peu mettre du son déjà ? Mais ce serait insuffisant parce que ça c'est pas propre à Akane Banashi, mais je veux aller plus loin pour vous montrer comment il joue avec ça. Les vecteurs de son dans la bande dessinée passent par 2 éléments principaux, l'onomatopée et la bulle. Déjà les onomatopées il y en a peu dans Akane Banashi, à ma plus grande satisfaction parce que j'ai tendance à pas trouver le procédé très efficace. Parce qu'on n'est pas Epidemic Sound et un whoosh, on va pas le lire. On va le lire whoosh. Mais bref. Les bulles, du coup.
Parce qu'on parle de Rakugo ici, une seule personne qui fait les voix de plusieurs autres personnages, et dans le cas de l'héroïne, souvent en passant du féminin au masculin, et que toute cette gymnastique est aidée par les bulles. Et j'ai jamais vu une utilisation des bulles aussi pertinente. En fait, j'ai pas vu beaucoup de mangas qui utilisent des bulles différentes en dehors des 3 émotions, peur, tristesse, colère et normal. Et ça vient du fait que le plus souvent, c'est juste un ressort comique ou dramatique plutôt qu'un point essentiel de ta mise en scène. Le rakugo, ou plutôt le théâtre, c'est souvent de l'exagération et une voix forte. Parce que la règle, c'est que le gars au fond de la salle doit pouvoir aussi bien t'entendre que celui qui se trouve au premier rang. Et dans le cas du rakugo, la gestuelle entre en compte, mais ça, on va y revenir. Les bulles de dialogue sont volontairement exagérées, et surtout marquées entre les conversations du personnage et de ses personnages, eux-mêmes ayant une bulle différente en fonction de l'émotion véhiculée, tout ça de manière presque très burlesque. La bulle n'est alors plus un outil, c'est réellement un élément de ta mise en scène, et c'est très très rare, si bien que ça m'émerveille à chaque chapitre. Beaucoup de mangas par exemple utilisent la technique du minimi quand des personnes hors du cadre font des répliques, mais pas ici. Parce que déjà différencier les personnages des histoires quand ce sont tous des japonais de l'ère Edo, ça va pas être très facile avec la technique du minimi, mais aussi parce que on a une mise en scène beaucoup plus efficace en termes de clarté. Et pourtant c'est pas simple. Et ça marche à chaque fois parce que la plupart du temps, si l'action c'est l'histoire du point de vue de la scène, de Rakugo je précise, enfin la scène en bois quoi, eh bien j'ai tendance instinctivement à entendre la voix de la protagoniste prenant une voix un peu différente pour faire ses personnages, et ce, sans même que j'y réfléchisse, et ce même quand elle passe d'un personnage à un autre. Mais bien sûr, ce que la bande dessinée partage avec le théâtre et le cinéma par rapport à la littérature classique, c'est la mise en scène et la scénographie. Et là on est servi. Le manga a toujours été un modèle dans lequel l'expression faciale et l'expressivité des personnages avaient eu une place prédominante sur le dessin. Et là on parle pas que des visages, on parle aussi des corps. La mise en scène de Akane Banashi donne l'impression de ne rien laisser au hasard. Sans être particulièrement novateur dans son découpage, le manga fait la part belle à tout ce que son domaine fait de mieux. Chaque visage de votre futur waifu est mémorable, et c'est pas par hasard que le manga met autant en avant l'expression corporelle lorsqu'on parle d'un art où les interprètes n'ont que leur corps. Et ça montre deux choses, un amour et un respect du sujet traité, sûrement conjugué à une recherche et du visionnage, et ça fait de Akane Banashi une œuvre très intéressante à lire parce qu'on sent que ceux qui l'ont fait ont bétonné leur manga pour coller à fond sur le sujet, et ça sublime une autre partie du travail souvent sous-estimée par les auteurs en herbe, les recherches. Et ça, c'est aussi une partie intéressante du travail de l'auteur séparé de celui du dessinateur, parce que il faut pas qu'on vienne me dire que le dessinateur n'est pas bourré de talent, mais on m'ôtera pas de l'idée que dans un rythme de parution aussi intense que celui du Shonen Jump, tu peux pas facilement allier super scénario et super rythme de dessin quand une seule personne est sur les deux tableaux. Mais on s'égare. Là où les bulles sont effectivement un excellent point, peut-être que le découpage est un peu fébrile, mais en même temps il cadre efficacement une œuvre qui a surtout besoin de sa clarté pour rester élogieuse. Et je rappelle que notre problématique c'est pas de révolutionner son média, mais bien d'exploiter toutes les spécificités de celui-ci. Et que ce soit la mise en scène ou l'histoire, les décors, le chara-design, la fluidité et la clarté, on est sur quelque chose qui réussit dans tout ce qu'il entreprend. Et c'est amusant parce que plus on est introduit à de nouveaux personnages et de nouvelles intrigues, plus on pense savoir où le manga va nous emmener. Mais je suis un gars comme les autres, et l'arc du tournoi j'étais pas prêt. Et ça fait 50 chapitres que je me dis qu'au bout d'un moment je vais finir par me faire chier à regarder du théâtre, et qu'on trouve malgré tout toujours un moyen de me le faire voir sous un nouvel angle. Non seulement Akane Banashi fait la part belle à la bande dessinée, mais aussi au shonen manga. Maintenant, est-ce que ça suffit ? Est-ce que les limitations du monde du manga ne sont pas trop grandes pour penser qu'une œuvre comme celle-ci exploite tous les aspects de la bande dessinée ? Prenons un exemple très con mais qui illustre bien le ressenti de beaucoup de lecteurs européens pas très consommateurs de manga. Mais la couleur, par exemple. Est-ce qu'il n'y aurait pas mieux à faire dans un monde où la palette est autre que celle des nuances de gris ? Est-ce qu'un média qui n'utilise pas la couleur, par exemple, peut avoir d'aussi grandes prétentions ? Techniquement, je vous dirais que la palette de nuances de gris a un intérêt, et lorsqu'elle est vraiment exploitée, et pas comme juste dans une œuvre comme Boruto qui n'a que du blanc et du noir, eh ben ça peut faire vraiment un très bon travail. Mais je suis forcé de dire non, parce que automatiquement c'est une case qui n'est pas cochée, et surtout un élément qui n'est pas exploité. Je dis pas que la couleur rend tout automatiquement meilleur. Encore une fois, la question c'est, une œuvre peut-elle exploiter toutes les spécificités de son média ? L'exemple de Akane Banashi est pas choisi par hasard. Vous savez que je vais répondre oui, car si c'est le parti pris d'une œuvre, on y arrivera automatiquement. Mais est-ce que ça donnera une œuvre intéressante ?
Pour l'instant, j'ai pas réussi à trouver grand chose qu'une bande dessinée classique ne peut pas faire. J'ai simplement réussi à vous montrer ce que la plupart des auteurs ne prennent pas le temps ou ne savent juste pas faire. Et le manga a des limitations qui, selon moi, ne seraient pas les mêmes si c'était produit de la même façon que les bandes dessinées européennes. On parle toujours de trouver une œuvre qui montre bien toutes les spécificités de son média, et je considère que l'adaptation couleur d'un manga, même quand c'est pas fait par l'auteur lui-même, c'est toujours valable. Mais par contre, il y a aussi des œuvres qui sont capables d'aller au-delà de ça, mais ça se fait sur des sujets spécifiques. Je vais prendre l'exemple de l'adaptation Netflix de Beastars, parce que pour moi c'est un exemple assez parlant et assez proche de Akane Banashi, puisque c'est sur le parallèle avec le théâtre que je voudrais mettre l'accent. Et je précise que je ne parle que de l'adaptation, j'ai jamais lu le manga et ça m'intéresse pas spécialement. J'ai pas vraiment besoin de vous expliquer ce qu'est Beastars, simplement de vous dire que l'action des 2 premières saisons se concentre sur la vie d'une troupe de théâtre de lycée, duquel fait partie le protagoniste. Et Beastars c'est... chelou. Il m'aura fallu 2 saisons pour comprendre pourquoi je passais à côté de ce qui était le plus intéressant dans cet animé. Parce que Beastars, ça baigne sans arrêt dans un mélange de romance niaise et de tensions sexuelles cheloues préadolescentes, et en plus c'est Fury, alors vous voyez, ça a tout gagné. Et ce qui me gênait le plus, c'était les longs moments où les personnages donnaient leurs pensées dans des monologues pleins de lyrisme, mais qui renforçaient cette atmosphère de gêne, jusqu'à ce que je me demande mais pourquoi font-ils tous ça? Parce que aucun personnage n'y échappe, hein. Et la réponse elle m'a percuté autant que la puberté sur les personnages de l'intrigue. Le monologue de confession, c'est un procédé de théâtre. Beastars, l'animé, est mis en scène comme une pièce de théâtre. Presque comme si rien de tout ce qu'on voyait n'était réel, mais plutôt que tout ça n'était qu'une pièce de théâtre vue avec le regard d'une personne avec une forte capacité de projection. Et là, tu dépasses le cadre du simple animé. Mais ça a marché seulement parce que Beastars parle déjà de théâtre. Et c'est pareil avec Akane Banashi. Toute cette mise en scène, tout ce travail sur les visages marche parce que le sujet est en adéquation. Par exemple, le fait que les scènes des histoires soient dessinées en parallèle de la représentation mais dans un style différent, c'est une façon claire de nous projeter dans l'histoire. Et le fait de représenter différemment les façons de jouer et les styles des artistes pour créer un ressenti différent dans leur représentation aussi. Et jouer avec cela. Quand par exemple, la représentation de la protagoniste à la Karaku Cup est si fluide qu'elle-même semble disparaître pour laisser place à son histoire. Ou à l'inverse, quand la frontière avec la réalité s'inverse et que plutôt que de disparaître, l'acteur fait corps avec son histoire au point d'être dessiné comme s'il en faisait partie. Procédé rendu possible par le jeu sur les styles de dessin. Là, on n'est pas sur du simple manga parce qu'on essaye de mimer l'expérience de spectateur devant un spectacle de Rakugo. Et c'est trop fort, parce que quand je lis Akane Banashi, j'ai l'impression d'être une peluche dans une de ces machines de fête foraine. J'ai l'impression d'être baladé dans tous les sens, mais de toujours retomber dans la machine. On ne se lasse pas parce qu'il y a autant de moments où on regarde des représentations comme si on était spectateur, comme à la Karaku Cup, ou d'autres moments où on est mis à la place des artistes qui analysent le jeu des autres, et même encore des artistes qui sont spectateurs dans une représentation lors de laquelle ils connaissent le contexte particulier de représentation pour l'artiste. Cette dernière phrase était pas très claire. Mais dans Akane Banashi, tu n'es pas un simple lecteur, tu es aussi un spectateur. Et on est sur du papier, hein. Pour en revenir à la couleur, est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment dire qu'un manga n'a pas de couleur? Parce que quelque part la page de garde sert aussi à ça, à fournir un étalon, et pour le reste notre cerveau et les nuances de gris font le travail. Alors oui, il y a de la couleur, exploiter sa page de garde c'est aussi exploiter à fond son médium. Et puis, à ce stade, si je vous ai pas persuadé qu'Akane Banashi ça tué, je peux plus rien pour vous. Dans un shonen jump où les mangas les plus populaires ne font que mettre les meufs à poil ou transformer les protagonistes en dieux du combat, Akane Banashi c'est une bouffée d'air frais qui, aussi étrange que ce soit, ne semble pas avoir eu du mal à se faire une place claire au milieu des autres mangas du jump. J'ai pas peur de dire qu'à mes yeux, Akane Banashi m'a réconcilié avec le manga, me montrant que des génies de la bande dessinée, il y en a aussi dans cette culture. Et je parle de génie technique, parce que je cracherai jamais sur le talent narratif d'un Eiichiro Oda. Mais pour moi, Akane Banashi s'inscrit dans une vague de renouvellement, et j'ai pas peur non plus de dire que pour moi c'est le meilleur manga que j'ai vu paraître depuis 10 ans. Qu'après 10 chapitres je me suis dit impossible qu'un sujet aussi spécifique passe les frontières, et que pourtant j'ai découvert que l'édition anglaise de Akane Banashi c'était pour cet été, et que maintenant je me prends à rêver d'un animé. C'est pas forcément la problématique la plus difficile que je me sois imposée, mais la difficulté c'est surtout de trouver un seul exemple qui coche toutes les cases. La réponse est un oui, facile, mais encore une fois, j'ai pas beaucoup d'exemples en tête quand je me la pose. Parce qu'une œuvre qui essaye de tout faire sans idée derrière, c'est pas publié en général. Parce qu'il faut plus que de la technique et un sens de la bande dessinée pour faire quelque chose qui intéressera les lecteurs. C'est pareil avec de la musique. Est-ce qu'une musique qui exploiterait un maximum d'instruments, de variations de tempo, de paroles, de tout ce qui fait de la musique serait vraiment intéressante ?
Et si c'était le cas, est-ce que ça aurait des chances de prendre le pas sur la musique mainstream? C'est une question pour un autre jour. Mais en ce qui concerne Akane Banashi, j'ai bien envie de voir si ce manga peut y répondre dans la catégorie de la BD. Donc, ouais.